À 6h30 du matin, des coups incessants ont secoué ma porte d'entrée. C'était le bruit de l'autorité, le genre qui ne demande pas la permission de vous réveiller à 6h30 un jeudi matin de fin mai. Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant déjà plus vite qu'il ne le devrait. La lumière du soleil à travers mes rideaux était douce et dorée, promettant une belle journée de printemps. Mais les coups ne correspondaient pas à cette douceur. J'ai tendu la main pour mon peignoir, les mains pas tout à fait fermes. Quand j'ai regardé par le judas, j'ai vu un homme en uniforme beige. Un insigne brillait sur son gilet. Derrière lui, une voiture de patrouille était garée au bord du trottoir. J'ai ouvert la porte, la chaîne toujours en place. « Madame, êtes-vous Elane Mitchell ?» ?»« Oui. » Ma gorge était sèche. Il a brandi un presse-papier. « Je suis l'adjoint Marcus Johnson du bureau du shérif du comté. Je suis ici concernant une ordonnance du tribunal. » « Ordonnance du tribunal ?» Les mots sont tombés dans ma poitrine comme des pierres. « Une ordonnance de mise en possession, madame. Une ordonnance d'expulsion. » Il a fait une pause. « Un jugement par défaut a été rendu il y a 2 semaines. Cette ordonnance m'autorise à prendre possession de la propriété aujourd'hui. » Le monde a basculé. Jugement par défaut. Je ne suis jamais allé au tribunal. Le dossier du tribunal indique que la signification a été effectuée sans ordonnance de sursis d'un juge. Je suis autorisé à exécuter ce bref. La date limite est 14h cet après-midi. Cet après-midi ? Oui, madame. Je ne suis pas ici pour déterminer la propriété. Je suis ici pour exécuter une ordonnance du tribunal. Mes mains voulaient trembler. Je ne les ai pas laissées faire. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Mon mari et moi l'avons achetée il y a 35 ans. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Madame, si vous estimez que l'ordonnance a été obtenue de manière inappropriée, contactez immédiatement le tribunal. Vous devez agir rapidement. C'est alors que j'ai regardé au-delà de lui, de l'autre côté de la rue. Elle se tenait près de la boîte aux lettres de mon voisin. Ma fille Nicole, les bras croisés, son mari Kyle à ses côtés, les mains dans les poches. Elle n'était pas surprise de voir un adjoint du shérif sur mon porche. Elle l'attendait. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé mon visage impassible. Puis-je voir les papiers ? L'adjoint Johnson a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Il les a vus aussi. Quand il a regardé en arrière, sa mâchoire s'était crispée. Oui, madame. Il m'a tendu les papiers. Je devrais revenir avant 14h. Si vous n'avez pas d'ordonnance de sursis d'ici là, je suis tenu de procéder. J'ai pris les papiers. Le nom de ma fille était là. Nicole Patterson, plaignante. L'adjoint Johnson a sorti une carte de sa poche et a écrit au dos, c'est le numéro de l'unité civile. Si vous pouvez obtenir un sursis, appelez-les immédiatement. Ce n'était pas un conseil juridique. C'était un homme honnête qui me disait que j'avais encore une chance. Merci, adjoint. Il a hoché la tête et est retourné à sa voiture de patrouille. De l'autre côté de la rue, Nicole s'est tournée vers sa voiture. Kyle l'a suivi. Ni l'un ni l'autre n'ont regardé en arrière. L'horloge de mon couloir a sonné 7 fois. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Le pêne dormant qui glissait en place a semblé trop bruyant. J'ai regardé les papiers, les timbres officiels, les numéros de dossier, le langage juridique conçu pour semer la confusion. En haut, Mitchell contre Patterson. Mon nom de famille contre le nom de famille de ma fille. Je suis allé à la cuisine et j'ai posé les papiers sur la table. La tasse à café de Robert était toujours dans l'égouttoir à vaisselle. Les roses qu'il avait plantées étaient visibles à travers la fenêtre, fleurissant en rose sous la lumière matinale. 35 ans dans cette maison. 35 ans de paiements hypothécaires et de réparation de toit, 2 ans depuis la mort de Robert, et il me l'avait laissé par un testament dûment déposé, dûment homologué, dûment enregistré. Et maintenant, ma fille était allée au tribunal et avait dit à un juge que je n'avais aucun droit d'être ici. Mes mains étaient plus fermes maintenant. Le choc s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus froid. 7h30. C'est ce que j'avais pour comprendre ce que ma fille avait fait et comment l'arrêter. L'adjoint Johnson se tenait toujours sur mon porche, des papiers à la main. Derrière lui, je pouvais voir Nicole et Kyle de l'autre côté de la rue, attendant, observant.
J'ai regardé les documents qu'il venait de me montrer. La feuille supérieure était intitulée « Ordonnance de mise en possession », un langage juridique lourd, des sceaux de cour, des numéros de dossier. Mon nom était imprimé en haut, Elane Mitchell, défendresse. Je l'ai rapidement parcouru. Jugement par défaut. Détention illégale. Expulsion autorisée par ordonnance du tribunal. Date limite d'exécution, 14 h cet après-midi. Adjoint, ai-je dit, gardant ma voix stable. Pouvez-vous me dire où cela a été signifié? Il a désigné une ligne près du bas de la deuxième page. Il est dit ici que la signification a été effectuée au 128 Maple Terrace, appartement 3B. Signification substituée. Un occupant adulte a accepté en votre nom le 15 mai. J'ai fixé l'adresse. Ce n'est pas mon adresse. Il a levé les yeux. Quoi? J'habite ici. 1847 Oakwood Drive. J'y habite depuis 35 ans. Cette adresse, 128 Maple Terrace. C'est l'appartement de ma fille. L'expression de l'adjoint Johnson a changé. Juste légèrement, mais je l'ai vu. Il a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi. Qui a accepté la signification, ai-je demandé. J'ai lu la ligne de signature avant qu'il ne puisse répondre. Nicole Patterson. Ma fille, ai-je dit calmement. La plaignante. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a rien dit, mais je pouvais le voir assimiler l'information. Une plaignante acceptant la signification au nom de la défendresse à l'adresse de la plaignante. Même moi, je savais que ça ne sonnait pas juste. Adjoint, puis-je prendre des photos de ces documents? Il a hésité une demi-seconde, puis a hoché la tête. Vous êtes autorisé à photographier les documents du tribunal. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. L'ordonnance, l'adresse de signification, la signature de Nicole, le numéro de dossier, chaque page. J'ai parcouru la pile rapidement. Il y avait d'autres documents joints en tant que pièces à conviction. Au milieu, j'en ai vu un intitulé « Acte de cession de propriété sans garantie ». Mon nom était en haut, Elane Mitchell, cédante, et en bas, Nicole Patterson et Kyle Patterson, cessionnaires. Il y avait une signature au-dessus de mon nom imprimé. Mon cerveau a refusé de comprendre ce que cela signifiait. Je me suis juste concentré à obtenir des photos claires de tout, chaque page, chaque signature, chaque timbre avant le départ de l'adjoint. Madame, a dit l'adjoint Johnson, son ton plus doux maintenant. Si vous estimez que la signification était irrégulière, vous devez déposer une requête d'urgence auprès du tribunal aujourd'hui avant 14 h. Il a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Le numéro de l'unité civile est au dos. Ils peuvent vous dire quel formulaire déposer. J'ai pris la carte. Si vous n'avez pas d'ordonnance de sursis d'ici 14 h, a-t-il poursuivi. Je devrais revenir et exécuter cette ordonnance. Je n'ai pas le choix. C'est mon travail. Je comprends. Il m'a regardé longuement. Puis il a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue à Nicole et Kyle, toujours debout là, toujours observant. Son expression s'est durcie. Bonne chance, madame, a-t-il dit doucement. Il est retourné à sa voiture de patrouille et est parti. Je me suis tenu seul sur le porche, tenant mon téléphone et la carte de visite. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. De l'autre côté de la rue, les bras de Nicole étaient croisés. Kyle lui a dit quelque chose et elle a hoché la tête. Elle pensait que c'était fini. Elle pensait que je paniquerais ou pleurerais ou abandonnerais. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur, fermant la porte derrière moi. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert les photos sur mon téléphone, zoomant sur chacune d'elles. L'ordonnance, l'adresse de signification, l'acte de cession de propriété sans garantie, la signature de Nicole acceptant la signification pour moi. Je ne comprenais pas encore tout, mais j'en comprenais assez. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré, et j'avais 7h30 pour riposter. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. J'ai verrouillé le pêne dormant, puis la chaîne. Mes mains ne tremblaient plus. Le choc s'était dissipé, laissant place à quelque chose de plus clair. Je suis allé directement à la chambre et j'ai sorti le coffre-fort ignifuge de l'étagère du placard. Métal gris,
Serrure à combinaison. Robert l'avait acheté l'année où nous avions remboursé l'hypothèque. À l'intérieur, tout était organisé depuis après ses funérailles. L'acte de propriété de la maison, enregistré il y a 2 ans à mon seul nom. L'ordonnance de distribution successorale. Les factures de taxes foncières des 5 dernières années. Toutes payées. L'assurance habitation à jour et active. Des preuves que cette maison était à moi. Sur la table de chevet, une photo encadrée a attiré mon regard. Nicole a 7 ans, souriant avec un espace entre les dents. J'avais pris cette photo sur le porche. J'ai tendu la main et j'ai retourné le cadre face contre terre. Je ne pouvais pas penser à cette petite fille en ce moment. J'ai porté les documents à la cuisine et je les ai étalés sur la table. Puis j'ai vérifié l'heure. 7h45. Le palais de justice n'ouvrirait pas avant 15 minutes. J'ai utilisé ce temps pour faire des copies, organisant tout dans un dossier. Pendant que l'imprimante bourdonnait, j'ai écrit une chronologie sur un bloc-notes. Jugement par défaut, ordonnance émise, signification irrégulière. Mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Maman, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Accepte-le simplement. Dans un ton que je ne reconnaissais pas, mais elle l'avait signé. Accepte-le simplement. Accepter que ma fille avait essayé de prendre ma maison sans me le dire. J'ai pris une capture d'écran, l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. À 8 heures, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti par la porte arrière vers le garage. Je ne voulais pas sortir par l'avant. Le trajet jusqu'au centre-ville a pris 20 minutes. J'ai trouvé un parking en face du palais de justice du comté, un grand bâtiment en calcaire qui se tenait à Charlotte plus longtemps que je n'étais en vie. Le contrôle de sécurité était très fréquenté par des avocats et des personnes serrant des dossiers. J'ai posé mes affaires sur le tapis roulant et j'ai traversé le détecteur de métaux. Le garde de sécurité a jeté un coup d'œil à mon dossier. Vous avez besoin d'indications, madame? Division civile, 3e étage. Ascenseur par là. Bonne chance. L'ascenseur s'est ouvert au 3e étage à 8h12. Un panneau indiquait à droite, bureau du greffier de la division civile. Le couloir sentait la cire à plancher et le vieux papier. Quand j'ai atteint le comptoir, il y avait déjà une file d'attente. 3 personnes devant moi, toutes tenant leur propre dossier, leurs propres urgences. J'ai pris ma place et j'ai attendu. À 8h15 exactement, une greffière est apparue et a appelé « Suivant ». La file a avancé. Une personne est allée au comptoir, puis une autre, puis la 3e. Chaque transaction semblait prendre une éternité. Des formulaires passaient d'une main à l'autre, des questions posées, des tampons à poser sur le papier. J'ai déplacé le dossier dans mes mains et j'ai regardé l'horloge murale. 8h23, 8h27, 8h31. Chaque minute qui passait était une minute de plus qui me rapprochait de 14h. Finalement, la femme devant moi a terminé et s'est écartée. Suivant, a appelé la greffière. Je me suis avancé vers le comptoir. La greffière a levé les yeux vers moi, un homme d'une 40aine d'années aux yeux fatigués et un badge nominatif indiquant « Daniel Foster ». Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de déposer une requête d'urgence en sursis d'expulsion. Ma voix est restée ferme. L'ordonnance sera exécutée à 14h aujourd'hui. Ses sourcils se sont levés. C'est bientôt. Oui. Et je n'ai jamais été dûment signifié. La plaignante a elle-même signé les documents de signification. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis m'a regardé. Avez-vous le numéro de dossier? J'ai fait glisser l'ordonnance sur le comptoir. Il l'a prise, l'a lue, et son expression a changé en tapant le numéro de dossier dans son système. Puis il est resté très immobile, fixant son écran. Madame, a-t-il dit lentement, je dois vous montrer quelque chose. Il a légèrement tourné son écran pour que je puisse voir. Sur l'écran se trouvait une liste de dépôts judiciaires, de documents de dossier, de pièces à conviction, et l'une d'elles, répertoriée comme pièce C, a fait chuter mon estomac. Acte de cession de propriété sans garantie. Elane Mitchell à Nicole Patterson et Kyle Patterson. Un acte transférant ma maison à ma fille et à mon gendre. Un acte que je n'avais jamais signé. À 8h30,
Je me tenais au comptoir du greffe civil au 3e étage du palais de justice du comté de Mecklembourg. Un homme d'une quarantaine d'années a levé les yeux de son ordinateur. Son badge nominatif indiquait Daniel Foster. Je dois déposer une requête d'urgence pour suspendre l'exécution d'une ordonnance de mise en possession, ai-je dit. Il a pris les papiers que je lui ai tendus. Il a rendu mon permis de conduire et l'a scanné rapidement. Numéro de dossier 2025 CVE 8847. Mitchell contre Patterson. Il l'a tapé dans le système. Ses yeux ont parcouru l'écran. Je le vois. Jugement par défaut rendu le 15 mai. Ordonnance émise hier. Il a levé les yeux. Vous êtes la défenderesse? Oui. Et vous représentez vous-même? Oui. Il a hoché la tête et a sorti un formulaire vierge. D'accord, allons déposer la requête. Vous devrez énoncer vos motifs pour lesquels le tribunal devrait arrêter l'expulsion. Signification irrégulière, ai-je dit. Et document frauduleux, il a fait une pause. Frauduleux? Oui. Daniel a cliqué sur le dossier de l'affaire. Il y a des pièces jointes ici. Permettez-moi de les afficher. Il a ouvert la première. Une image numérisée a rempli l'écran. Un acte de cession de propriété sans garantie. Elane Mitchell à Nicole Patterson et Kyle Patterson daté du 10 mai à 14 h. J'avais vu ce document 1 heure auparavant lorsque j'avais photographié le dossier d'expulsion sur mon Porsche. Mais en le voyant agrandi sur l'écran du tribunal, je pouvais voir des détails que j'avais manqués auparavant. La signature, supposément la mienne, était trop soignée. Les boucles étaient fausses. La queue du M était trop courte. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un faux. Froid, calculé. Le voilà, ai-je dit. Un acte que je n'ai jamais signé. Daniel a étudié l'écran. Il n'a pas commenté, a juste ouvert le document suivant. Un contrat de location résidentielle. Propriétaire Nicole Patterson et Kyle Patterson. Locataire Elane Mitchell. Loyer mensuel $1,200. Ils ont aussi falsifié un bail, ai-je dit, pour faire croire que je loue ma propre maison. Le visage de Daniel est resté neutre, mais j'ai vu ses yeux se rétrécir légèrement. Il a affiché un autre document, la preuve de signification. Madame, a-t-il dit avec prudence. Le dossier du tribunal montre que la signification a été effectuée au 128 Maple Terrace, appartement 3B. Il a tourné l'écran pour que je puisse le voir. La loi exige que la signification soit faite à la résidence réelle du défendeur. Est-ce votre adresse? Non, c'est l'appartement de ma fille. J'habite au 1847 Oakwood Drive. J'ai jamais vécu à Maple Terrace. Il a hoché la tête lentement. Je note ici que l'adresse de signification correspond à l'adresse de la plaignante figurant en haut de la plainte. Il a mis en évidence les deux adresses à l'écran. Elles étaient identiques. Vous devriez le signaler au juge dans votre requête, a-t-il dit. Soyez très spécifique quant à votre lieu de résidence réel et à l'endroit où vous avez été supposément signifié. J'ai immédiatement compris. Signification irrégulière. Si je n'avais jamais été dûment averti, l'ensemble du jugement par défaut pourrait être invalide. Daniel m'a tendu une pile de formulaires. Remplissez-les complètement. Requête d'urgence en sursis et requête en annulation de jugement par défaut. Énumérez chaque problème. Signification irrégulière, acte falsifié, bail frauduleux. Joignez des copies de vos documents de propriété. Tout ce qui prouve que la propriété est la vôtre. J'ai cela. Bien. Et si vous avez la preuve que vous étiez ailleurs lorsque l'acte a été supposément signé, apportez-la aussi. Je l'ai. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge. La juge Whitman traite les requêtes d'urgence dans le département 14. Elle a un rôle à 13 h. Si vous déposez cela avant 11 h, je peux essayer de vous inscrire au calendrier d'aujourd'hui. Aujourd'hui. L'ordonnance est exécutoire à 14 h, a-t-il dit. Si vous n'avez pas de sursis d'ici là, c'est fini. J'ai pris les formulaires et me suis assise sur un banc dans le couloir. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais d'adrénaline. 3h30. J'ai commencé à remplir les formulaires. Mon écriture était régulière, délibérée.
Chaque blanc que je remplissais était un pas de plus vers la vérité. Chaque case que je cochais était une chance de riposter. Au moment où j'ai levé les yeux, il était 9h15. J'avais la première preuve, mais j'en avais besoin de plus. Je me suis assise sur le banc du palais de justice, le dossier ouvert sur mes genoux, révisant les documents que je venais de déposer. La requête d'urgence était complète. Daniel avait promis de la présenter à la juge Whitman avant 13h. Le pasteur Green était en route avec le registre de présence du 10 mai. Mais alors que je scannais l'acte falsifié une fois de plus, quelque chose me tracassait. Pourquoi le 10 mai? Nicole et Kyle auraient pu choisir n'importe quelle date pour falsifier ma signature. Mais ils avaient choisi un mercredi après-midi spécifique, un moment où ils savaient que j'aurais un alibi. Cela n'avait pas de sens, à moins qu'ils n'aient aussi prévu cela. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes messages textes. Début mai. Une série de messages de Nicole. Salut, maman. Je prends juste des nouvelles. Comment vas-tu? Tu avais l'air un peu distraite la semaine dernière. Tout va bien? À l'époque, ils avaient semblé être une préoccupation normale. Mais en y repensant, il y avait quelque chose de bizarre, de calculé. Puis je l'ai trouvée. Le 2 mai. Elle était passée à la maison sans prévenir. Maman, je me suis inquiétée pour toi, avait-elle dit, assise en face de moi à la table de la cuisine. Sa voix avait été douce, mais ses yeux avaient été vifs. Inquiète de quoi? De ta mémoire? Elle s'était penchée en avant, son expression soigneusement arrangée en préoccupation. Oublies-tu parfois des choses? Perds-tu le fil du temps? Te sens-tu confuse? J'avais ri. Nicole, j'ai 62 ans. Je ne suis pas sénile. Je ne dis pas ça. Mais son ton suggérait le contraire. C'est juste que papa est parti depuis 2 ans et tu vis seul dans cette grande maison. Si jamais tu sentais que les choses te glissaient entre les doigts, nous pourrions t'aider. Il y a des médecins qui se spécialisent dans. Je n'ai pas besoin de médecin. Je vais bien. Elle avait laissé tomber après cela. Mais au cours des jours suivants, elle était revenue avec de petites questions, de petits commentaires. As-tu oublié que nous en avons parlé? Tu m'as déjà raconté cette histoire. J'avais ignoré cela à l'époque. Maintenant, assise dans ce couloir du palais de justice, je comprenais qu'elle plantait des graines. Si je semblais distraite ou confuse, elle pourrait affirmer que j'avais signé ces documents. Je ne m'en souvenais juste pas ou que je n'étais pas apte à gérer mes propres affaires, que j'avais besoin de quelqu'un pour intervenir, quelqu'un comme elle. Ma mâchoire s'est serrée. Le 6 mai, 4 jours après cette conversation, j'avais appelé le cabinet du docteur Steven Wright et pris rendez-vous. Non pas parce que je croyais aux insinuations de Nicole, mais parce que je voulais la preuve qu'elles étaient fausses. L'évaluation avait été approfondie, rappel de mémoire, reconnaissance de forme, tâche de résolution de problèmes. Le docteur Wright l'avait lui-même noté. Puis il avait levé les yeux vers moi avec un léger sourire. 30 sur 30. Madame Mitchell, score parfait. Vous êtes plus vive que la plupart des gens de la moitié de votre âge. Je l'avais remercié, classé le rapport à la maison, et n'y avais plus pensé jusqu'à maintenant. J'ai cherché le numéro du cabinet du docteur Wright et j'ai composé. Wright Medical Associate. Ici Carla. Carla, c'est Elane Mitchell. J'ai passé une évaluation cognitive le 6 mai. J'ai besoin d'une copie certifiée conforme envoyée immédiatement. C'est pour une audience au tribunal cet après-midi. Il y a eu une pause. Une audience au tribunal? Ma fille essaie de prétendre que je suis mentalement incompétente. J'ai besoin de documents prouvant le contraire. Je vous l'enverrai par email tout de suite. Quelle est votre adresse? Je la lui ai donnée et moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Objet, résultat de l'évaluation cognitive. Elane Mitchell, 6 mai. J'ai ouvert la pièce jointe. En tête officielle, signature du docteur Wright et le score, 30 sur 30. Fonction cognitive normale. Aucune déficience détectée. Je l'ai transmise à Daniel avec une seule ligne, pièce E. Ils vont prétendre que je suis incompétente. Cela prouve que je ne le suis pas. Puis je me suis assise et j'ai fixé le plafond. Nicole n'avait pas seulement falsifié un acte.
Elle avait passé des semaines à poser les bases, à semer le doute sur mon état mental, à poser des questions suggestives, à construire un récit. Elle avait planifié cela soigneusement. Mais moi aussi. Sans même savoir que je le faisais, j'avais construit ma propre défense. L'évaluation cognitive, le registre de bénévolat de l'Église, les documents prouvant la propriété. Chaque morceau de papier dans ce dossier était une réponse à un mensonge qu'elle n'avait même pas encore dit. J'ai regardé mon téléphone. 9h45, 3h15 avant l'audience. Nicole pensait qu'elle avait été astucieuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À 11h, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Le bureau de l'enregistreur du comté se trouvait dans le même bâtiment que le palais de justice, une commodité que je n'avais pas appréciée jusqu'à présent. 2 heures avant l'audience. 2 heures pour renforcer chaque faille de mon dossier. Le bureau était calme, juste quelques personnes attendant au comptoir. Je me suis approché du bureau où une femme aux cheveux foncés et aux lunettes de lecture examinait une pile de documents. « Excusez-moi, je dois déposer une alerte à la fraude sur ma propriété. » Elle a levé les yeux. « Je suis Jennifer Walsh. »« Quelle est l'adresse ?»« 1847 Oakwood Drive, Pinehurst. » Elle l'a tapé dans son système, puis a froncé les sourcils. « Il y a un enregistrement récent ici. Acte de cession de propriété sans garantie déposé le 10 mai. Est-ce le document en question ? Oui, je ne l'ai jamais signé. » Son froncement de sourcils s'est accentué. « Laissez-moi afficher l'image. » Elle a cliqué sur quelques écrans, puis a tourné l'écran vers moi. Il était là, l'acte falsifié numérisé en noir et blanc, ma prétendue signature en bas, et dans le coin, le bloc du notaire. Jennifer s'est penchée plus près, plissant les yeux vers l'écran. Puis elle a zoomé. « Attendez, regardez ça. » Elle a désigné le numéro de commission du notaire. À première vue, cela semblait correct. Mais quand elle l'a agrandi, j'ai vu ce qu'elle avait remarqué. Une fine ligne coupant à travers l'un des chiffres. Une correction. Quelqu'un avait barré un numéro et écrit par-dessus. « Ce n'est pas autorisé », a dit Jennifer catégoriquement. Toute correction à un numéro de commission de notaire invalide le document. Cela aurait dû être rejeté lors de sa soumission. « Pouvez-vous imprimer cela ?» ai-je demandé, avec la correction visible. « Absolument. » Elle a ajusté le contraste en mettant en évidence la rature, puis l'a envoyé à l'imprimante. Un instant plus tard, elle m'a tendu une copie nette avec l'irrégularité encerclée à l'encre rouge. « Je place une alerte à la fraude sur la parcelle dès maintenant », a-t-elle dit en tapant rapidement. « Quiconque essaiera de transférer ou d'hypothéquer cette propriété sera signalé, et je note l'irrégularité du notaire dans le système. » Merci. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Bonne chance au tribunal. J'ai pris l'impression, mais je ne suis pas parti immédiatement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé les coordonnées de Suzanne Rice, la notaire listée sur l'acte. J'ai composé le numéro. Bonjour, mademoiselle Andry. C'est Hélène Mitchell. Vous avez notarié un acte de cession de propriété sans garantie le 10 mai qui a transféré ma maison à ma fille. Je suis actuellement au bureau de l'enregistreur du comté et je regarde votre cachet de notaire. Il y a une marque de correction sur votre numéro de commission. Silence. Mademoiselle Andry, j'ai une audience au tribunal à 13h aujourd'hui dans le département 14 avec la juge Barbara Whitman. La juge va voir cette irrégularité. Vous pouvez venir au palais de justice volontairement et expliquer ce qui s'est passé, ou je peux déposer une plainte formelle auprès du secrétaire d'État et les laisser enquêter, mais de toute façon, cela va éclater. Sa voix était à peine un murmure. Quelle salle d'audience ? Département 14, juge Whitman, 13h. Elle a raccroché. Je ne savais pas si elle se présenterait, mais je lui avais donné le choix et l'avertissement. J'ai repris l'ascenseur et je suis sorti sur la pelouse du palais de justice. Le soleil de mai était chaud sur mon visage. Je me suis assise sur un banc sous un magnolia et j'ai sorti mon téléphone. Une notification de mail était en haut de mon écran de Wright Medical Associates. Objet, évaluation cognitive certifiée, Hélène Mitchell. Je l'ai ouverte. L'entête du docteur Wright a rempli l'écran, suivi d'un résumé d'évaluation formelle. Score MMS 30 sur 30. Impression clinique, aucune déficience cognitive détectée.
La patiente démontre une excellente mémoire, un excellent raisonnement et une excellente fonction exécutive. Je l'ai transmise à Daniel Foster avec une note. Pièce D, preuve de capacité mentale. Au moment où j'ai levé les yeux, il était presque midi. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Le pasteur Green montait les marches du palais de justice avec un dossier sous le bras. Elane Michael. Je l'ai rencontré à mi-chemin. Merci d'être venu. Il a ouvert le dossier et m'a tendu le registre de présence. Là, sur la page du 10 mai, se trouvait ma signature. Heure d'arrivée, 13h30. Heure de départ, 16h15. Vous étiez là tout l'après-midi, a-t-il dit. Je me souviens vous avoir parlé vers 14h30 des itinéraires de livraison pour la semaine prochaine. J'ai fixé la page, preuve à l'encre que je n'aurais pas pu signer un acte à 14h. Témoignerez-vous de cela, ai-je demandé. Bien sûr. J'ai ajouté le registre à mon dossier. Fraude à l'acte, fraude à la signification, irrégularité du notaire, alibi avec corroboration de témoins, évaluation cognitive. J'ai regardé mon téléphone. 12h30. Il était temps d'aller au tribunal. À 12h35, je me tenais seul dans les toilettes du palais de justice, fixant mon reflet. 5 minutes avant de devoir entrer dans cette salle d'audience. 5 minutes avant de faire face à ma fille et à son mari devant un juge. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes mémos vocaux. Il était là, enfoui dans un dossier que j'avais étiqueté « Sauvegarde avril ». Conversation cuisine NNK, 28 avril. J'ai appuyé sur lecture juste pour m'assurer qu'il était toujours là. La voix de Kyle est passée, minuscule mais claire. Nous avons des problèmes financiers. Je l'ai arrêté. Le fichier était intact. Je l'avais sauvegardé à 3 endroits différents, stockage cloud, mon ordinateur portable et un disque externe. Il ne savait pas qu'il existait. Il n'avait aucune idée. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé me souvenir. C'était fin avril, il y a 4 semaines. Nicole avait envoyé un message ce matin-là, demandant si elle et Kyle pouvaient passer. Rien d'inhabituel. Mais quand ils étaient arrivés, quelque chose sentait mauvais. La façon dont Kyle ne cessait de regarder Nicole. La façon dont Nicole gardait ses bras croisés, sa mâchoire serrée. Nous nous étions assis à la table de la cuisine, la même table où Robert et moi prenions le café tous les matins. J'avais posé mon téléphone entre nous. Écran vers le bas, application d'enregistrement déjà en marche. Maman, nous devons parler, avait commencé Nicole. Kyle l'avait coupé. Nous avons des problèmes financiers. Des dettes sérieuses. Carte de crédit, un mauvais investissement. Nous avons besoin de cette maison. Je l'avais regardé. Quoi? Nous avons besoin que vous nous la signiez, avait-il dit comme si c'était la chose la plus simple du monde. Nous pouvons la vendre, rembourser ce que nous devons, recommencer. Cette maison n'est pas la solution à vos problèmes, avais-je dit lentement. Et elle n'est pas à vendre. Nous ne vous demandons pas de la vendre, avait dit Nicole. Sa voix avait été plate, détachée. Nous vous demandons de nous la transférer, en famille. Non. L'expression de Kyle s'était durcie. Alors nous trouverons un autre moyen. J'avais senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que cela signifie? Nicole s'était penchée en avant, ses yeux rencontrant les miens avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Cela signifie que nous ferons ce que nous avons à faire avec ou sans votre permission. Me menacez-vous? Aucun des deux n'avait répondu. Kyle s'était levé le premier et Nicole l'avait suivi. Ils étaient partis sans un mot de plus. J'étais resté assise longtemps après leur départ, écoutant l'enregistrement. Leurs voix, leurs menaces, leurs plans mis à nu dans ma cuisine. J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau regardé mon téléphone. 28 avril. 3 semaines plus tard, un acte falsifié était apparu dans les registres du comté daté du 10 mai. 3 semaines après cette menace, ils avaient essayé de prendre ma maison en utilisant de faux documents et une signature falsifiée. Préméditation, complot, tout cela capturé dans un fichier audio de 4 minutes. J'ai vérifié la sauvegarde une fois de plus. Cloud, ordinateur portable, disque externe, tout y était. S'ils essayaient de prétendre que je l'avais fabriqué, j'avais des métadonnées, des horodatages,
la preuve que l'enregistrement existait des semaines avant que l'acte ne soit falsifié. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai respiré. Nicole et Kyle pensaient qu'ils avaient été si prudents, falsifiant l'acte, manipulant le notaire, déposant une demande d'expulsion à une adresse où je ne vivais pas. Ils avaient construit toute une fraude pièce par pièce, supposant que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Mais je l'avais su, pas les détails, pas la contrefaçon ou le faux bail ou la signification frauduleuse, mais j'avais su que quelque chose n'allait pas dès le moment où ils s'étaient assis à cette table et avaient exigé ma maison. Et j'avais appuyé sur enregistrer. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, 12h40. L'audience était sur le point de commencer. Nicole et Kyle entreraient avec leur avocat, convaincus que je n'avais rien. Aucune preuve, aucune défense. Ils n'avaient aucune idée que j'allais leur faire entendre leurs propres mots. J'ai poussé la porte des toilettes et j'ai marché vers la salle d'audience. Il était temps de les laisser entendre ce que j'avais entendu. Je suis sorti des toilettes et je les ai vus immédiatement. Nicole, Kyle et un homme en costume gris foncé aux cheveux argentés, portant une mallette en cuir. Il avait l'allure soignée de quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans les salles d'audience. Posture confiante, chemise blanche impeccable, montre chère. L'avocat David Brennan. J'avais vu son nom sur les papiers d'expulsion. Il se tenait près de l'entrée de la salle d'audience, tête rapprochée, parlant à voix basse. Nicole m'a vu la première. Son expression n'a pas changé. Aucune surprise, aucune culpabilité, juste un calcul froid. Kyle a poussé Brennan et les trois se sont tournés vers moi. Brennan s'est approché, la main tendue, un sourire professionnel sur le visage. Madame Mitchell, David Brennan, je représente votre fille et votre gendre. Peut-être pouvons-nous régler cela avant de passer devant le juge. Gagner du temps pour tout le monde. Je n'ai pas pris sa main. Je ne pense pas. Son sourire s'est resserré. Madame Mitchell, je comprends que c'est émotionnel, mais... Ce n'est pas émotionnel, ai-je dit calmement. C'est une fraude. Nicole s'est avancée. Maman, tu te ridiculises. Tu rends les choses tellement plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. C'était la fille que j'avais élevée. La fille avec qui j'étais resté éveillé pendant les cauchemars et les fièvres. La fille dont j'avais payé le mariage. Et maintenant, elle se tenait dans un couloir de tribunal, essayant de me manipuler pour que j'abandonne ma maison. Plus difficile pour qui, ai-je demandé doucement. Kyle est intervenu, sa voix douce et condescendante. Elané, tu ne penses pas clairement. Nous savons que cela a été déroutant pour toi. C'est pourquoi nous sommes là pour aider, pour t'assurer que tu ne te nuises pas financièrement. Je ne suis pas confuse, ai-je dit. Maman. Le ton de Nicole s'est aiguisé. Tu ne te souviens même pas avoir signé les papiers, n'est-ce pas? Tu as été étourdi. Nous l'avons tous remarqué. Le juge le verra aussi. Et c'était ça. Leur stratégie exposée dans le couloir du palais de justice comme un plan. Ils allaient prétendre que j'étais âgée et incompétente. Que j'avais signé l'acte. Je ne m'en souvenais juste pas. Que j'étais un danger pour moi-même et qu'il devait intervenir. Kyle s'est penché plus près, baissant la voix comme s'il parlait à un enfant. Nous essayons de te protéger avant que tu ne fasses quelque chose que tu ne pourras pas réparer. Je n'ai rien fait, ai-je dit, ma voix stable. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez déposé des documents frauduleux. Vous avez commis un crime. Brennan a levé une main. Madame Mitchell, ce sont des accusations graves. Si vous ne pouvez pas les prouver, vous vous retrouverez dans une position très difficile. Je peux les prouver. Nicole a ri, un rire court, aigu, amer. Avec quoi? Tu n'as rien. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. La porte de la salle d'audience s'est ouverte et un huissier est sorti. Mitchell contre Patterson. La juge Whitman est prête. Le couloir est devenu silencieux. J'ai pris mon dossier sur le banc où je l'avais posé et j'ai marché vers la porte. En passant devant Kyle, je l'ai entendu marmonner à Brennan, juste assez fort pour que je l'entende. Elle n'a rien. Ce sera fini dans 30 minutes. J'ai continué à marcher. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Boiserie, lumière fluorescente,
une poignée de bancs vides. Au devant, derrière un pupitre surélevé, était assise la juge Barbara Whitman, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux foncés courts et aux yeux vifs qui semblait tout embrasser d'un seul coup. J'ai pris place à la table de la défenderesse, à gauche. Nicole, Kyle et Brennan se sont assis à la table des plaignants, à droite. L'huissier a fermé la porte. La juge Whitman a baissé les yeux sur les papiers devant elle, puis a levé les yeux vers les deux tables. « Commençons », a-t-elle dit. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai attendu. Kyle pensait que je n'avais rien. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Tout le monde debout. La voix de l'huissier a percé le silence. Je me suis levé, les mains posées sur le dossier devant moi. De l'autre côté de l'allée, Nicole, Kyle et Brennan se sont levés à l'unisson. La juge Barbara Whitman a franchi la porte derrière l'estrade, robe noire, yeux perçants balayant déjà la pièce. Elle a pris place. Veuillez vous asseoir. Nous nous sommes assis. La juge Whitman a ajusté ses lunettes de lecture et a jeté un coup d'œil au papier devant elle. C'est Mitchell contre Patterson, numéro de dossier 2025 CVE 8847. Requête d'urgence en sursis d'exécution d'une ordonnance de mise en possession et en annulation d'un jugement par défaut. Madame Mitchell, vous vous représentez vous-même. Oui, votre honneur. Et vous? Elle s'est tournée vers Brennan. David Brennan, votre honneur, représentant les plaignants Nicole Patterson et Kyle Patterson. La juge Whitman a hoché la tête. Monsieur Brennan, vos clients ont déposé une demande d'expulsion basée sur un acte de cession de propriété sans garantie et un contrat de location résidentielle. Madame Mitchell allègue une signification irrégulière et des documents frauduleux. Expliquez-moi votre position. Brennan s'est levé, lissant sa cravate. Votre honneur, c'est une malheureuse affaire de famille. Mes clients sont la fille et le gendre de Madame Mitchell. Ils sont profondément préoccupés par son bien-être. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Madame Mitchell a bien signé l'acte transférant la propriété, a poursuivi Brennan. Elle a également signé un contrat de location pour rester locataire. Le problème est qu'elle ne se souvient pas l'avoir fait. La juge Whitman a levé les yeux. Elle ne se souvient pas. Non, votre honneur. Madame Mitchell a 62 ans. Elle est veuve. Elle vit seule. Au cours des derniers mois, mes clients ont observé des signes de déclin cognitif, d'étourderie, de confusion, de désorientation. Ils croient que Madame Mitchell a signé les documents pendant une période de clarté, mais qu'elle les a oubliés depuis en raison d'une déficience mentale continue. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'ai fixé Brennan. Il mentait calmement, professionnellement, avec le genre de confiance qui faisait passer son mensonge pour un fait. Votre honneur, a poursuivi Brennan, mes clients ne voulaient pas engager d'action en justice, mais lorsque Madame Mitchell est devenue de plus en plus combative, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont agi par souci de sa sécurité et de sa stabilité financière. Le regard de la juge Whitman s'est porté sur moi. Madame Mitchell, quelle est votre réponse? Je me suis levé. Votre honneur, je ne suis pas confuse. Je n'ai pas signé ces documents. Ma signature sur l'acte et le bail a été falsifiée. Je peux prouver que j'étais ailleurs lorsque l'acte a été prétendument notarié. Et je peux prouver que je suis saine d'esprit. Brennan s'est raclé la gorge. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, c'est exactement le genre de déni auquel nous sommes confrontés. C'est compatible avec une déficience de la mémoire. Monsieur Brennan, a dit la juge Whitman sèchement. Laissez Madame Mitchell parler. Brennan s'est assis. La juge Whitman m'a regardé. Vous affirmez que la signature est falsifiée. Oui, votre honneur. Et vous avez des preuves. Oui. J'ai des irrégularités notariées sur l'acte lui-même. J'ai la preuve d'une signification irrégulière. L'expulsion m'a été signifiée à une adresse où je ne vis pas. J'ai un alibi pour la date et l'heure où l'acte a été supposément signé, avec un témoin. Et j'ai une évaluation cognitive certifiée d'un médecin agréé ne montrant aucune déficience. La juge Whitman s'est penchée en avant. Vous avez une évaluation cognitive? Oui, votre honneur. Daté du 6 mai. J'ai obtenu un score de 30 sur 30 à un test de mémoire standardisé. Le rapport du médecin indique que ma fonction cognitive est excellente,
bien au-dessus de la moyenne pour mon âge. J'ai vu la mâchoire de Brennan se serrer. Nicole et Kyle ont échangé un regard. La juge Whitman a baissé les yeux sur ses notes, puis m'a regardé. Quand avez-vous obtenu cette évaluation? 3 semaines avant le dépôt de l'acte. Pourquoi? J'ai jeté un coup d'œil à Nicole. Parce que ma fille a commencé à me poser des questions sur ma mémoire. Elle voulait savoir si j'étais étourdi, si je me sentais confuse. Cela semblait stratégique. Alors, je suis allé voir mon médecin et je me suis fait tester. Je voulais des documents. L'expression de la juge Whitman n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Vous aviez anticipé cela? J'anticipais quelque chose. La juge s'est tournée vers Brennan. Monsieur Brennan, vos clients affirment que Madame Mitchell a une déficience cognitive. Elle présente des preuves médicales qui contredisent cela. Avez-vous des documents médicaux appuyant votre affirmation? Brennan a hésité. Non, votre honneur. Nos observations sont basées sur des interactions sur plusieurs mois. Des observations, pas des dossiers médicaux. Correct. La juge Whitman m'a regardé. Madame Mitchell, vous avez dit que vous aviez des preuves substantielles. Montrez-les-moi. J'ai pris le dossier. C'était ça. J'ai sorti le premier document de mon dossier, un en-tête officiel net avec le nom du docteur Stephen Wright en haut. Je l'ai remis à l'huissier qui l'a porté à la juge Whitman. Elle a mis ses lunettes de lecture et a scanné la page. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu ses yeux s'arrêter sur certaines lignes. Évaluation cognitive, a-t-elle lu à voix haute. Patiente Elane Mitchell. Date d'évaluation, 6 mai. Elle m'a regardé. C'est 3 semaines avant le dépôt de l'acte. Oui, votre honneur. Elle a continué à lire. Score de l'examen mini-état mental MMSE, 30 sur 30. Elle a fait une pause. C'est un score parfait. Oui, votre honneur. La juge Whitman a tourné la page. Impression clinique, la patiente démontre une excellente mémoire, un excellent raisonnement et une excellente fonction exécutive. Performance cognitive bien au-dessus de la moyenne pour le groupe d'âge. Aucune déficience détectée. Elle a posé le document et m'a regardé. Pourquoi avez-vous obtenu cette évaluation, Madame Mitchell? Parce que ma fille a commencé à me poser des questions, ai-je dit. Début mai, vers le 2 ou le 3, elle est venue chez moi et m'a demandé si j'étais étourdi, si j'étais confuse, si je perdais le fil du temps, cela semblait délibéré, comme si elle préparait quelque chose. Alors, j'ai appelé mon médecin et j'ai programmé une évaluation cognitive. Je voulais la preuve que j'allais bien. Le regard de la juge Whitman s'est déplacé vers Nicole. Vous avez demandé à votre mère si elle était confuse. Le visage de Nicole a rougi. J'étais préoccupé. Elle vit seule et je pensais. Vous pensiez qu'elle avait un déclin cognitif. Oui. Et vous l'avez dit à votre avocat? Nicole a hésité. Nous lui avons dit que nous pensions qu'elle avait des problèmes. La juge Whitman s'est tournée vers Brennan. Monsieur Brennan, vous vous êtes tenu dans cette salle d'audience et vous m'avez dit que Madame Mitchell présentait un déclin cognitif observable, de l'étourderie, de la confusion, de la désorientation. Cette évaluation datée de 3 semaines avant la signature de l'acte montre un score parfait. Excellente fonction cognitive, aucune déficience. Comment expliquez-vous cela? Brennan s'est levé lentement. Votre honneur, nous avons agi de bonne foi sur la base des informations fournies par nos clients. S'il y a eu un malentendu. Un malentendu. Le ton de la juge Whitman était tranchant. Vos clients vous ont dit que leur mère était mentalement déficiente. Ce document dit le contraire. Soit ils se sont trompés, soit ils ont menti. La salle d'audience est devenue silencieuse. Brennan s'est raclé la gorge. Votre honneur, mes clients croyaient sincèrement. Monsieur Brennan. La voix de la juge Whitman a coupé ces mots comme une lame. Vos clients sont assis juste ici. Permettez-moi de leur demander directement. Elle s'est tournée vers Nicole. Madame Patterson, avez-vous dit à votre avocat que votre mère était incompétente? Nicole a jeté un coup d'œil à Kyle, puis de nouveau à la juge. Nous pensions qu'elle avait des problèmes de mémoire. Basés sur quoi? Basés sur des conversations, des choses qu'elle a dites.
des choses qu'elle a dites, a répété la juge Whitman. Et pourtant, 3 semaines avant l'acte que vous affirmez qu'elle a signé, elle a obtenu un score parfait à un test cognitif administré par un médecin agréé. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un ayant des problèmes de mémoire? Nicole n'a pas répondu. La juge Whitman a regardé à nouveau l'évaluation, puis moi. Madame Mitchell, vous avez dit que vous aviez anticipé cela. Vous saviez qu'ils allaient prétendre que vous étiez incompétente. Je le soupçonnais, ai-je dit calmement. Les questions que Nicole a posées semblaient être un piège, alors j'ai documenté la vérité. La juge Whitman s'est penchée en arrière dans sa chaise. Ses yeux sont passés de moi à Nicole, puis à Kyle, et j'ai pu voir le changement opérer, le scepticisme s'installer, la crédibilité s'éloigner de la table des plaignants. Madame Mitchell, a-t-elle dit, vous avez mentionné que vous aviez d'autres preuves. Des irrégularités notariées, une signification irrégulière, un alibi. Oui, votre honneur. Montrez-les-moi. J'ai tendu la main vers mon dossier à nouveau. De l'autre côté de l'allée, la mâchoire de Kyle s'est serrée. Nicole fixait la table devant elle. Brennan s'est assis, et pour la première fois depuis le début de l'audience, il semblait incertain. La juge Whitman écoutait maintenant, vraiment écoutait. Et je ne faisais que commencer. J'ai sorti le document suivant, une page photocopiée avec des colonnes soignées et des signatures manuscrites. Je l'ai remis à l'huissier. La juge Whitman l'a pris et a étudié la page. Qu'est-ce que je regarde, Madame Mitchell? Un registre de présence de l'église communautaire Saint-Marc, votre honneur. Mercredi 10 mai. Elle a scanné les colonnes. Je vois votre signature ici. Heure d'arrivée, 13h30. Heure de départ, 16h15. Oui, votre honneur. L'acte prétend que je l'ai signé le 10 mai à 14h, mais j'étais à la banque alimentaire de l'église tout cet après-midi-là. J'y fais du bénévolat tous les mercredis depuis 15 ans. La juge Whitman a levé les yeux. Vous avez un témoin. Oui, votre honneur. Le pasteur Michael Green est ici. La juge a fait signe à l'huissier qui est sorti dans le couloir. Un instant plus tard, le pasteur Green est entré, cheveux gris, yeux bienveillants, portant une simple chemise boutonnée et un pantalon. Il s'est dirigé vers la barre des témoins et l'huissier l'a assermenté. Veuillez décliner votre nom pour le dossier, a dit la juge Whitman. Michael Green. Je suis le pasteur de l'église communautaire Saint-Marc à Pinehurst. Pasteur Green, connaissez-vous la défenderesse, Elane Mitchell? Oui, votre honneur. Elle fait du bénévolat à notre banque alimentaire depuis 15 ans, tous les mercredis après-midi, sans faute. Étiez-vous à l'église le mercredi 10 mai? Oui. Madame Mitchell était-elle là? Oui, votre honneur. Elle s'est inscrite à 13h30 et est restée jusqu'après 16h. Je lui ai parlé personnellement vers 14h30 cet après-midi-là. Nous discutions des itinéraires de livraison pour la semaine suivante parce que nous avions reçu des dons supplémentaires. La juge Whitman a jeté un coup d'œil à l'acte devant elle. Donc, à 14h, l'heure à laquelle l'acte prétend que Madame Mitchell l'a signé. Elle était à votre église, à 3 miles de là, en train d'organiser des dons alimentaires. C'est exact. La juge Whitman s'est penchée en arrière dans sa chaise. Merci, pasteur Green. Vous êtes dispensé. Le pasteur Green a hoché la tête et est descendu. En passant devant moi, il m'a légèrement serré l'épaule, un réconfort silencieux, et a quitté la salle d'audience. La juge Whitman a regardé Brennan. Monsieur Brennan, vos clients affirment que Madame Mitchell a signé un acte à 14h le 10 mai. Elle a un registre de présence et un témoin crédible la plaçant ailleurs à cette heure exacte. Comment expliquez-vous cela? Brennan s'est levé. Votre honneur, permettez-moi de vous montrer autre chose, ai-je dit, sortant un autre document de mon dossier. Je l'ai remis à l'huissier. La juge Whitman l'a pris. Qu'est-ce que c'est? La preuve de signification déposée auprès du tribunal, votre honneur, le document qui montre que j'ai été signifié de l'avis d'expulsion. Elle l'a examiné, le front plissé. Ceci dit que la signification a été effectuée au 128 Maple Terrace, appartement 3B. Un occupant adulte a accepté la signification en votre nom. Elle a levé les yeux. Est-ce votre adresse, Madame Mitchell? Non, votre honneur, c'est l'adresse de ma fille. Les yeux de la juge Whitman se sont rétrécis.
Elle s'est tournée vers la ligne de signature. Il est dit ici que Nicole Patterson a accepté la signification le 15 mai. Elle a regardé de l'autre côté de l'allée. Madame Patterson, est-ce votre signature? Nicole a hésité, puis a hoché la tête. Oui. Vous avez accepté la signification pour votre mère dans une action en justice que vous avez intentée contre elle. Oui. La juge Whitman a posé le document lentement. Madame Patterson, vous êtes la plaignante dans cette affaire. Vous ne pouvez pas accepter la signification au nom du défendeur. C'est une signification irrégulière. Le défendeur a le droit d'être informé à son adresse réelle, pas à la vôtre. Nicole a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La voix de la juge Whitman est devenue plus tranchante. Avez-vous informé Madame Mitchell de cette action en justice? Nous avons essayé. L'avez-vous signifié à son domicile au 1847 Oakwood Drive? Non. Donc, vous avez déposé une demande d'expulsion, acceptez vous-même la signification à votre propre appartement et permis qu'un jugement par défaut soit rendu sans que votre mère ne sache jamais qu'il y avait une action en justice? Silence. La juge Whitman a regardé Brennan. Monsieur Brennan, saviez-vous que vos clients avaient accepté la signification à leur propre adresse? Le visage de Brennan était devenu pâle. Votre honneur, j'ai examiné le retour de signification. J'ai supposé que cela avait été fait correctement. Ça ne l'était pas, a dit la juge Whitman catégoriquement. Elle a parcouru le dossier de l'affaire devant elle, la mâchoire serrée. Cette affaire n'aurait jamais dû aboutir à un jugement par défaut. La signification était frauduleuse. Le défendeur n'a jamais été dûment informé. Elle m'a regardé. Madame Mitchell, vous avez mentionné il y avait un autre détail à propos de l'acte. Oui, votre honneur, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Si le tribunal voulait bien regarder à nouveau la pièce C, l'acte de cession de propriété sans garantie. En bas, dans la section de vérification d'identité du notaire, il y a un numéro de permis de conduire listé comme preuve de mon identité. La juge Whitman a remis ses lunettes de lecture et a examiné le document. J'ai continué, le numéro de permis de conduire sur cet acte se termine par 931. Mais votre honneur, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai retiré mon permis de conduire, le remettant à l'huissier. Mon permis de conduire actuel, que j'ai depuis 10 ans, se termine par 617. Nicole était tellement pressée de fabriquer ce document qu'elle a soit utilisé un faux numéro d'identification, soit confondu le mien avec celui de quelqu'un d'autre. Cela prouve que la personne qui a soi-disant signé cet acte n'était pas moi et que le notaire n'a jamais réellement vérifié l'identité de la personne qui signait. La juge Whitman a tenu mon permis de conduire pour le comparer avec l'acte. Puis elle a regardé Nicole avec une expression si froide que j'ai vu ma fille tressaillir. Une erreur technique très intéressante, Madame Patterson, a dit la juge, sa voix dégoulinant de sarcasme. Nicole fixait la table. Elle n'a rien dit. La juge Whitman n'était plus neutre. Elle était en colère. Et je n'avais pas encore fini. Si vous êtes encore là, je veux faire une pause un instant. À ce stade de l'histoire, si vous étiez à ma place, choisiriez-vous d'affronter la vérité ou de rester silencieuse pour protéger votre famille? Partagez vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Juste une note rapide avant de continuer. La partie suivante inclut des éléments dramatisés pour la narration et la réflexion. Certains détails peuvent être adaptés, alors n'hésitez pas à vous arrêter ici si vous préférez. Votre honneur, ai-je dit, j'ai une dernière preuve. Une preuve audio. La juge Whitman a levé les yeux brusquement. Audio? Oui, votre honneur. Un enregistrement du 28 avril, 3 semaines avant le dépôt de l'acte. Elle s'est penchée en avant. Allez-y. J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté au petit haut-parleur que j'avais apporté, et j'ai appuyé sur lecture. La salle d'audience est devenue silencieuse. Puis la voix de Kyle a rempli la pièce. Nous avons de sérieuses dettes. Carte de crédit, un mauvais investissement. Nous avons besoin de cette maison. Ma voix plus calme. Cette maison n'est pas la solution à vos problèmes. Kyle à nouveau. Signez-la nous. Nous pouvons la vendre, rembourser ce que nous devons. Je ne signe rien. Une pause. Puis la voix de Kyle, plus froide. Alors nous trouverons un autre moyen. Et finalement, Nicole, plate, sans émotion.
Nous ferons ce que nous avons à faire avec ou sans votre permission. L'enregistrement s'est terminé. La salle d'audience était si silencieuse que j'entendais le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de ma tête. La juge Whitman a regardé Brennan. Monsieur Brennan, vos clients contestent-ils l'authenticité de cet enregistrement ou les voix identifiées? Brennan a jeté un coup d'œil à Kyle, dont le visage était devenu gris. Nicole fixait la table devant elle, ne disant rien. Votre honneur, a dit Brennan lentement. J'aurais besoin d'un instant pour consulter mes clients. Vous avez 10 secondes. Brennan s'est penché et a chuchoté d'urgence à Kyle et Nicole. Kyle a secoué légèrement la tête. Nicole n'a pas bougé. Brennan s'est redressé. Aucune objection à l'authenticité, votre honneur. La juge Whitman a hoché la tête. L'enregistrement est admis comme preuve. Elle s'est tournée vers Kyle. Nous trouverons un autre moyen. 3 semaines plus tard, un acte falsifié apparaît dans les registres du comté. Est-ce là l'autre moyen que vous vouliez dire? La mâchoire de Kyle s'est serrée. C'était sorti de son contexte. C'était enregistré, a dit la juge Whitman catégoriquement. Le contexte est très clair. Vous avez dit à votre belle-mère que vous prendriez sa maison avec ou sans sa permission. Puis vous l'avez fait exactement. Kyle n'a rien dit. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Une femme d'une quarantaine d'années est entrée, pas serrant son sac à main. Suzanne Rice. La juge Whitman a eu l'air surprise. Mademoiselle Andry. La voix de Suzanne tremblait. Votre honneur, j'ai été contactée ce matin par Madame Mitchell. Elle m'a dit qu'il y avait une audience aujourd'hui concernant un acte que j'ai notarié. Je suis venu parce que je dois dire la vérité. L'expression de la juge Whitman a changé, quelque chose entre le scepticisme et le respect prudent. Approchez le banc. Suzanne a avancé lentement, serrant son sac à main. L'huissier l'a assermenté. Mademoiselle Andry, a dit la juge Whitman, avez-vous votre journal de notaire avec vous? Suzanne a hoché la tête et a sorti un petit livre relié en cuir de son sac à main. Elle l'a remis à l'huissier qui l'a passé à la juge. La juge Whitman a tourné à l'entrée du 10 mai. Expliquez-moi cette notarisation. Avez-vous été témoin de la signature de cet acte par Eleanor Mitchell? Oh. Les yeux de Suzanne se sont remplis de larmes. Non. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Non, votre honneur. Je n'ai pas été témoin de sa signature. La salle d'audience semblait retenir son souffle. Alors pourquoi votre signature figure-t-elle sur cet acte, a demandé la juge Whitman. La voix de Suzanne s'est brisée. Nicole m'a apporté l'acte. Il était déjà signé. Elle a dit que sa mère l'avait signé plus tôt mais avait oublié de le faire notarier. C'est ma voisine. Elle m'a fait pression. Je savais que ce n'était pas bien, mais Elle s'est arrêtée, essuyant ses yeux. J'avais tort. Je suis tellement désolé. La juge Whitman a posé le journal. Son expression était sculptée dans la pierre. Mademoiselle Rice, comprenez-vous que la notarisation d'un document sans être témoin de la signature est une fraude? Oui, votre honneur. Vous aurez des nouvelles du bureau du secrétaire d'État concernant votre commission. Vous êtes dispensé. Suzanne a hoché la tête et s'est précipitée hors de la salle d'audience, pleurant toujours. La juge Whitman s'est tournée vers moi, puis vers Nicole et Kyle. Permettez-moi de résumer ce que j'ai entendu aujourd'hui, a-t-elle dit. Madame Mitchell a une évaluation cognitive parfaite. Elle a un alibi béton prouvant qu'elle n'aurait pas pu signer l'acte. Elle a la preuve d'une signification irrégulière. Elle a un enregistrement de vous menaçant de prendre sa maison sans sa permission. Et maintenant, j'ai une notaire qui admet avoir falsifié la notarisation. Elle s'est penchée en avant. Vous n'avez pas seulement déposé une expulsion frauduleuse. Vous l'avez orchestrée. Vous l'avez planifiée. Et vous avez menti à ce tribunal sur chaque aspect de cette affaire. Nicole fixait la table. Le visage de Kyle était devenu gris. La juge Whitman m'a regardé. Madame Mitchell, j'en ai assez vu. La juge Whitman a fermé le journal de notaire et l'a mis de côté. Elle a regardé le dossier de l'affaire, puis les deux tables. J'en ai assez entendu, a-t-elle dit. La salle d'audience est devenue immobile.
Ce tribunal annule par la présente le jugement par défaut rendu le 15 mai. L'ordonnance de mise en possession est annulée. L'affaire de détention illégale est rejetée avec préjudice. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, un nœud que je n'avais pas réalisé porter depuis des semaines. La juge Whitman n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Nicole et Kyle, son expression dure. Mademoiselle Patterson, Monsieur Patterson, vous avez tenté de voler la maison de votre mère. Vous avez falsifié sa signature sur un acte. Vous avez fabriqué un contrat de location. Vous avez déposé une demande d'expulsion en utilisant une signification frauduleuse. Vous avez menti à ce tribunal sur sa capacité mentale. Vous l'avez menacé. Vous avez manipulé le système judiciaire. Nicole fixait la table. La mâchoire de Kyle était serrée. L'abus envers les personnes âgées, a poursuivi la juge Whitman, est l'un des actes les plus méprisables qu'une personne puisse commettre. Exploiter sa propre mère à des fins financières est au-delà du répréhensible. Elle a commencé à écrire sur un formulaire. Je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour une enquête criminelle. Les accusations que je recommande incluent la fraude, le complot en vue de commettre une fraude, la contrefaçon, l'exploitation financière des personnes âgées et la coercition. Brennan a bougé sur son siège mais n'a rien dit. La juge Whitman m'a regardé. Madame Mitchell, j'ordonne que des copies certifiées de cette décision vous soient fournies. Déposez-les immédiatement auprès du bureau de l'enregistreur du comté pour lever toute contestation sur votre titre de propriété. Oui, votre honneur. Merci. Elle s'est tournée vers Nicole et Kyle. J'émets également une ordonnance d'éloignement temporaire. Il vous est par la présente interdit de contacter Madame Mitchell sous quelque forme que ce soit, par téléphone, SMS, email, ou en personne. Il vous est interdit de vous approcher à moins de 500 pieds de sa résidence. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Le visage de Nicole a rougi, mais elle n'a pas levé les yeux. La juge Whitman a regardé l'huissier. Contactez l'unité civile du shérif. Informez-les que l'ordonnance de mise en possession a été annulée. Madame Mitchell ne doit pas être dérangée. Oui, votre honneur. Elle a regardé ses notes une dernière fois. Quant à mademoiselle Suzanne Rice, sa commission de notaire sera renvoyée au secrétaire d'État pour des procédures de révocation. La juge Whitman a pris son marteau. Cette affaire est close. L'audience est levée. Le marteau a frappé le banc avec un claquement sec qui a résonné dans la salle d'audience. C'était fini. Nicole et Kyle se sont levés. Brennan a rassemblé ses papiers rapidement, ne rencontrant le regard de personne. Tous les trois se sont dirigés vers la sortie. Aucune excuse, aucune reconnaissance, aucun remords, juste le silence. Elles n'étaient pas désolées pour ce qu'elles avaient fait. Elles étaient désolées d'avoir été prises. Je suis resté assise, les regardant disparaître par l'embrasure de la porte. L'huissier s'est approché et m'a tendu un dossier. Copie certifiée des ordonnances, madame. La juge Whitman les a fait préparer pendant que vous présentiez les preuves. J'ai pris le dossier. À l'intérieur se trouvaient les ordonnances du tribunal annulant le jugement par défaut, annulant l'ordonnance, rejetant l'affaire, délivrant l'ordonnance d'éloignement. Tout cela officiel, signé, estampillé, preuve que j'avais gagné. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon propre dossier, celui que j'avais rempli de preuves au cours d'une matinée frénétique, et j'ai marché vers la sortie. L'adjoint Marcus Johnson attendait dans le couloir. Quand il m'a vu, il s'est redressé. Madame Mitchell, a-t-il dit doucement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis content que cela ait fonctionné. Merci, adjoint, pour tout. Il a hoché la tête. Vous avez bien fait. Je suis passé devant lui, j'ai franchi les portes du palais de justice et je suis sorti dans l'après-midi de mai. Le soleil était éclatant, l'air était chaud, et ma maison était toujours la mienne. Je suis sorti de la salle d'audience à 14h45. Le couloir était plus calme maintenant, la plupart de la foule du matin avait disparu, mais le pasteur Green était toujours là, assis sur le même banc où j'avais attendu des heures plus tôt. Il s'est levé quand il m'a vu. C'est fini? Oui. L'affaire a été classée. Des accusations criminelles ont été renvoyées au procureur. Il a exhalé, le soulagement traversant son visage. Dieu merci. Merci, ai-je dit, d'être venu, d'avoir témoigné,
pour le registre. Eleanor, vous faites partie de notre communauté depuis 15 ans. Bien sûr, je suis venu. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour en dire plus. Avez-vous besoin de quelque chose, a-t-il demandé doucement. Non, j'ai juste besoin de finir de classer les papiers. Il m'a serré l'épaule, le même geste qu'il m'avait fait dans la salle d'audience. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Absolument tout. Je l'ai regardé marcher vers les ascenseurs, puis je me suis retourné et je suis retourné au bureau de l'enregistreur du comté au 2e étage. Jennifer Walsh a levé les yeux quand je suis entré. Madame Mitchell, j'ai entendu que la décision était tombée. Félicitations. Je lui ai tendu les copies certifiées. J'ai besoin qu'elles soient enregistrées, le juge a dit de lever le doute sur le titre. Elle a pris les documents et les a scannés rapidement, son expression passant à quelque chose comme de la satisfaction. L'acte frauduleux a été annulé par ordonnance du tribunal. Je vais les enregistrer immédiatement. Votre propriété est protégée. Merci pour tout ce que vous avez fait ce matin. L'irrégularité du notaire. Vous l'avez détecté. C'est mon travail, a-t-elle dit. Mais elle a souri. Je suis contente que cela ait aidé. J'ai quitté le bureau avec un autre jeu de copies estampillées dans mon dossier et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Dehors, le soleil de l'après-midi était encore chaud. J'ai cligné des yeux contre la luminosité et j'ai vu une silhouette familière debout près des marches du palais de justice. Frank Dalton, mon voisin. Il tenait son chapeau dans ses mains. Frank? Et l'année. Il s'est approché, son visage sérieux. J'ai entendu qu'il y avait une audience aujourd'hui. Justice rendue. Oui. Il a hoché la tête lentement. Bien. C'est bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'ils reviennent, appelez-moi ou appelez la police. N'hésitez pas. Je n'hésiterai pas. Il y a une ordonnance d'éloignement maintenant. Bien, a-t-il dit à nouveau, puis plus doucement. Je suis désolé que cela en soit arrivé là. La famille ne devrait pas faire ça à la famille. Non, ai-je dit, il ne devrait pas. Il a remis son chapeau et l'a légèrement incliné. Bienvenue chez vous, Elané. Je suis allé à ma voiture sur le parking du palais de justice, je me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai fermé la porte. Et puis, enfin, seul, mes mains ont commencé à trembler. J'ai saisi le volant et j'ai pris 3 profondes respirations, par le nez, par la bouche. L'adrénaline qui m'avait porté tout au long de la matinée s'épuisait, laissant place à l'épuisement. Des larmes ont pressé au coin de mes yeux, mais elles ne sont pas tombées. Je ne les laisserai pas. Pas encore. J'ai pensé à Robert. À la maison que nous avions achetée ensemble il y a 35 ans. L'endroit où nous avions élevé Nicole. L'endroit où j'étais resté avec lui pendant ces derniers jours, lui tenant la main, promettant que j'irais bien. Je l'ai gardé. Je pensais avoir gardé notre maison. J'ai démarré la voiture et je suis sorti du parking, traversant le centre-ville de Charlotte et prenant l'autoroute vers Pinehurst. Les routes étaient familières. La lumière de fin d'après-midi était dorée. Tout semblait identique à ce matin, mais rien n'était pareil. Je suis arrivé dans mon allée à 16h30. La maison était là, telle que je l'avais laissée. Façade en briques, porche, les rosiers de Robert le long de l'allée. Elle avait l'air la même, mais elle était en sécurité maintenant, protégée, à moi. Je suis resté dans la voiture un instant, fixant la porte d'entrée. Puis j'ai pris mon dossier, je suis sorti et je suis rentré. J'étais chez moi. 3 mois plus tard, fin août, j'étais assise à la table de la cuisine avec une lettre du bureau du procureur de district. Nicole et Kyle avaient plaidé coupables le 18 août. J'ai lu le résumé de la condamnation 2 fois, laissant les mots prendre corps. Nicole, 18 mois de prison, 5 ans de probation, $15 000 de dommages-intérêts. Kyle, 24 mois de prison, 5 ans de probation, $20 000. L'ordonnance d'éloignement était maintenant permanente, effective pour 10 ans. Il leur était interdit de me contacter sous quelque forme que ce soit. Pas d'appel, pas de lettre, pas de message via des tiers. La licence de notaire de Suzanne Hendricks avait été révoquée de façon permanente. Elle avait payé une amende de $5 000 et reçu 6 mois de probation.
Le bureau du secrétaire d'État avait ajouté son nom à un registre public des notaires sanctionnés. Il y avait eu un petit article dans le journal local la semaine suivant la condamnation, bref, factuel, enfoui à la page 7 dans la section des procédures judiciaires. Femme locale condamnée dans une affaire de fraude aux personnes âgées. Je l'avais découpé et rangé avec le reste des documents. Preuve que cela s'était passé, que je ne l'avais pas imaginé. Il n'y avait eu aucune excuse de Nicole. Aucune lettre glissée sous la porte. Aucun message transmis par un avocat. Juste le silence. Et peut-être que c'était une réponse suffisante. J'ai plié la lettre et l'ai mise de côté. La maison était différente maintenant. J'avais changé toutes les serrures la semaine après l'audience. Nouveau verrou, nouvelle clé, nouveau sentiment de sécurité. J'avais installé une sonnette vidéo et des caméras de sécurité couvrant le porche, la porte arrière et l'allée. Mes documents importants, actes, testaments, registres fiscaux. Les ordonnances certifiées du tribunal étaient organisées dans des dossiers étiquetés à l'intérieur du coffre-fort ignifuge de mon placard de chambre. Non pas de la paranoïa, mais de la prudence. Il y a une différence. Le pasteur Green s'arrêtait toujours une fois par semaine, généralement le jeudi après-midi. Nous nous asseyions sur le porche avec du thé glacé et parlions des événements de l'église, de la banque alimentaire, du temps, des chances des Carolina Panthers cette saison. Il ne me posait jamais de questions sur Nicole à moins que je ne l'aborde la première. J'appréciais cela plus que je ne pouvais le dire. Frank Dalton continuait de veiller sur les choses d'à côté. Il me faisait signe quand il me voyait travailler dans le jardin, et une fois par semaine, il venait avec une excuse, rendre un râteau emprunté, me poser des questions sur mes plants de tomates, et vérifier si j'avais besoin de quoi que ce soit. Habituellement non, mais j'étais reconnaissante qu'il demande. Cela me rappelait que je n'étais pas invisible. Que les gens me voyaient toujours comme une personne, pas une victime. Je continuais de faire du bénévolat à la banque alimentaire tous les mercredis après-midi. Même heure, même personne, même routine. Les autres bénévoles avaient entendu des bribes de ce qui s'était passé. Les petites villes parlent, mais personne n'a fouillé. Ils m'ont juste accueilli de nouveau, m'ont tendu un presse-papier et m'ont mis au travail à trier des conserves. La vie continuait tranquillement, régulièrement. Les rosiers de Robert prospéraient. Je les entretenais tous les matins, enlevant les fleurs fanées, vérifiant les pucerons, arrosant quand le sol était sec. Parfois, je lui parlais pendant que je travaillais, comme je le faisais quand il était encore là. Nous avons bien fait, n'est-ce pas? Je pense qu'il aurait été fier. Non pas du combat, il détestait les conflits, mais du fait que j'avais tenu bon sans me perdre dans le processus. Je vivais seul, mais je n'étais pas seul. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. J'avais mes routines, ma communauté, ma maison, ma paix. Chaque matin, je me réveillais, vérifiais les caméras de sécurité sur mon téléphone, me versais une tasse de café et m'asseyais sur le porche. Le quartier était calme. L'air sentait l'herbe coupée et le chèvrefeuille. En sécurité. J'avais encore les photos d'enfance de Nicole sur le mur du couloir. Une petite fille en tresse tenant un lapin en peluche, riant sur une balançoire, soufflant des bougies d'anniversaire. Cet enfant avait existé autrefois. Elle avait été réelle. Et je la pleurais plus que je ne pleurais la femme qu'elle était devenue. Je ne savais pas quand elle avait changé. Peut-être que cela avait été graduel, de petits choix, de petits compromis, jusqu'à ce qu'un jour elle se réveille et ne se reconnaisse plus. Peut-être que cela avait toujours été là, caché sous de bonnes manières et des sourires forcés. Je ne le saurais probablement jamais. Mais j'avais appris des choses. J'avais appris qu'on peut aimer les gens et se protéger d'eux. Que la famille ne signifie pas une loyauté aveugle. Que la documentation peut vous sauver la vie. Que rester calme est une stratégie, pas une faiblesse. Que l'âge n'équivaut pas à l'incompétence. Que vous avez tout le droit de défendre ce qui est à vous, même contre les personnes qui partagent votre nom. Perdre ma fille à cause de l'avidité faisait plus mal que n'importe quel avis d'expulsion. Mais j'ai survécu, et j'ai gardé ma dignité. Si votre propre enfant essayait de voler votre maison, riposteriez-vous? Ou la culpabilité et l'amour vous convaincraient-ils de vous rendre? J'ai choisi de me battre, non pas avec rage ou vengeance, mais avec de la paperasse, de la patience et la vérité. Parce que parfois la plus grande trahison enseigne la leçon la plus difficile.
vous méritez une protection. Même lorsque la menace vient de votre propre sang, surtout alors. La maison est toujours à moi. Les roses fleurissent toujours. L'hypothèque a été remboursée il y a des années et l'acte, le vrai, est enfermé dans mon coffre-fort. Et chaque matin, quand je me réveille dans la maison que Robert et moi avons construite ensemble, je n'entends plus de coups à la porte. J'entends des oiseaux chanter devant la fenêtre. Des tourterelles, des cardinaux, un jet bleu occasionnel. Et ce silence, cette paix, sonne comme une victoire. Si vous entendez mon histoire et pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, ne soyez pas si sûr. Je n'ai jamais imaginé que ma propre fille essaierait de voler ma maison. Mais Dieu a une façon de révéler la vérité quand nous en avons le plus besoin. Et il m'a donné la clarté de voir ce qui allait arriver avant qu'il ne soit trop tard. Ne soyez pas comme moi sur un point. N'attendez pas que quelqu'un vous menace pour commencer à vous protéger. Documentez tout. Gardez des registres. Vérifiez les signatures. Ces histoires de drame familial arrivent plus souvent que vous ne le pensez. Et les victimes sont généralement des grands-mères qui ont trop fait confiance et trop peu vérifié. Mais soyez comme moi sur ce point, faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Dieu nous a donné l'intuition pour une raison. Quand Nicole a commencé à poser des questions sur ma mémoire, j'ai écouté cette petite voix intérieure et je me suis fait tester. Cette seule décision a sauvé ma maison. Voici ce que ces histoires de drame familial nous apprennent. La famille ne signifie pas une loyauté aveugle. L'amour ne signifie pas laisser les gens vous faire du mal. Et l'âge ne signifie pas l'impuissance. J'avais 62 ans, je vivais seul, et elles ont supposé que je serais facile à manipuler. Elles avaient tort.